Bienvenue dans l'émission Comment faire, le podcast du Congossa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, Comment faire talk show en un seul mot, Facebook, Comment espace faire point d'interrogation, YouTube, Comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses, ici Champi. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, votre podcast radio qui a pris sa place sous le soleil. Comme vous le savez, nous sommes désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi qui suit à 12 heures. Aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagnée de mes acolytes qui sont Fiona la Queen des Wayfort. Bonsoir Fiona. Coucou les boss et les bossesses, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Merci. Et de Mélissa, la boss de la séquence Fala le livre. Bonsoir Mélissa. Bonsoir à tous, nos boss et bossesses. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et de Lily, notre nouvelle chroniqueuse, qui est à sa deuxième ce soir avec sa rubrique Est-ce que tu know qui est portée sur la santé. Bonsoir Lily. Bonsoir, coucou les boss et les bossesses. J'ai tellement adoré la première émission. Bien sûr, je suis revenue pour la deuxième. J'ai tellement hâte de discuter avec vous. Nous aussi. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour la saison 2, épisode 4. Et le titre de ce numéro est Comment faire pour distinguer l'éducation sexuelle à la prédation sexuelle. Et pour en discuter, nous avons avec nous Virginie Chassat, qui est sexologue et thérapeute de couple. Elle a une formation initiale d'éducatrice sportive spécialisée et elle se passionne très jeune pour l'accompagnement, le challenge et le dépassement de soi. Ensuite, elle a une formation de préparatrice mentale et une formation en sexologie positive et en thérapie de couple. Et avec ça, elle vous accueille en tant que psychopraticienne en sexologie clinique dans son cabinet de Renier. Elle est également formée en EMDR, DSA, pour vous accompagner dans vos traumatismes. Et donc, on peut conclure qu'au vu de son expérience pluridisciplinaire, son but est de vous guider vers l'épanouissement avec des techniques de psychothérapie brèves, efficaces pour vous aider à vous comprendre et à vous encourager à adopter de nouvelles attitudes. Bonsoir Virginie, j'espère que la présentation est correcte à ton profil. Bonsoir à tous. Non, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation détaillée qui reflète bien mon parcours. Donc, c'est super. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir choisi pour vous accompagner et répondre au mieux aux questions choisies. Voilà. Bon, vous connaissez le rituel, chers auditeurs. Nous allons passer avec l'apéritif qui est sous la forme des wayforts que Fiona nous présente. Alors, Fiona, fais-nous rêver. La rubrique Les wayforts, présentée par Fiona. Chers boss et bossesses, au milieu de notre premier effort de ce jour, nous aborderons le conflit israélo-palestinien qui ne cesse de faire écho depuis quelques semaines. Je rappelle qu'il n'est pas question pour nous de politiser cette affaire, mais de donner notre avis à propos d'une guerre qui ne laisse pas le monde entier indifférent et nous par la même occasion en tant que citoyennes internationales. D'après plusieurs médias, ce nouveau conflit aurait été déclenché le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas contre Israël. À la suite de cela, des bombardements ont retenti dans les deux camps, faisant de nombreux morts et la destruction de plusieurs infrastructures. Beaucoup d'internautes se sont offusqués de constater comment cette guerre a été manipulée par les médias à travers, par exemple, la criminalisation des soutiens aux civils palestiniens ou encore l'humanisation des civils israéliens. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque certains parlent aussi d'un renversement d'empathie avec la publication sur les réseaux de posts pro-Palestine et Free Palestine. Il n'y a pas beaucoup à dire sur ce sujet. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là et comme toujours, je vais demander à chacune d'entre nous de donner son avis si elle le souhaite. Je te fais donc honneur, Virginie, en tant que notre invitée et je t'interroge la première. Je voudrais savoir premièrement ce que tu penses de ce conflit, si jamais tu en as entendu parler, bien sûr. Alors, merci de me donner la parole. J'en ai entendu évidemment parler parce qu'en ce moment, on en entend énormément parler. Après, moi, j'ai fait le choix de me positionner et de ne pas être trop impactée, on va dire, par la situation ou d'essayer le plus possible de ne pas l'être, en tout cas, en regardant le moins possible les informations, en lisant brièvement ce
qui se passe, mais effectivement, c'est tellement terrible qu'effectivement, je préfère voilà, éviter le sujet pour être impacté le moins possible, on va dire. Et puis, Ouais, voilà, c'est des sujets très délicats qui sont compliqués, des guerres, c'est jamais très sympa comme thématique, quoi. ouais, je comprends. Et toi alors, Lily, est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que tu en penses? J'en ai entendu parler, bien sûr, hein, c'est compliqué de ne pas en entendre parler Ouais, dès qu'on allume la radio, dès qu'on allume la télévision. en effet. Après, c'est vrai que j'ai une petite fille à la maison, donc j'évite aussi qu'elle soit baignée bah, par ces mots stressants qu'on peut entendre, puisque même si elle a que 3 ans, elle en comprend certains. Mhm, Euh, et ensuite, je ne peux absolument pas me prononcer sur ce qu'il se passe là-bas parce que je pense que c'est très, très compliqué. Les ouais, conflits remontent à des années, voire à des siècles. Et mhm, voilà, à part me sentir triste et désolée pour les deux populations, mhm. quelle que soit leur religion, et pour les enfants qui meurent, encore une fois, dans les deux camps. Sur le reste, je me sens très démunie et vraiment impuissante pour en discuter. Ah, d'accord. Et toi alors, Mélissa? Bah écoute, bien entendu, j'en ai entendu parler aussi, hein, ça c'est une évidence que je pense qu'on peut pas passer à côté hein, en ce moment. Mhm, Et je pense qu'en fait, je rejoindrai un peu Lily sur ce qu'elle nous dit finalement, c'est que c'est vrai que c'est un conflit qui ne date pas seulement de il y a quelques années, mais de potentiellement des centaines d'années, voire ça se compte en millénaires. Donc en fait, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est un sujet sur lequel, bah, forcément, dans un sens, on se dit qu'on doit prendre position, mais d'un autre côté, il y a tellement d'enjeux qui sont à prendre en compte et oui, enfin, même moi, honnêtement, j'avoue que je sais même pas comment me positionner. Je sais que je trouve ça dramatique et que bah, en fait tout ça enfin ouais, je plains sincèrement en fait les deux populations aussi, je plains sincèrement les drames que vivent en fait les personnes qui sont là-bas et mhm, honnêtement, j'espère sincèrement que ça s'arrêtera au plus vite quoi, que mhm. il y aura de la paix au plus vite. Moi aussi, je pense, tout comme vous, c'est vraiment dommage cette guerre qui existe entre ces deux peuples depuis tant d'années. Mais bon, j'espère juste qu'ils pourront vraiment trouver une solution à cela parce que je dirais que les deux peuples sont perdants dans cette guerre parce que deux peuples voient les membres de leur famille succomber chaque jour et tout ça. Excellente news, Fiona. Donc maintenant, c'est quoi la deuxième way fort? D'accord? Concernant notre deuxième effort, nous allons parler des punaises de lit. Depuis quelques semaines, des rumeurs selon lesquelles la ville de Paris serait envahie par les punaises de lit ne cessent de croître. Apparemment, on les retrouve partout dans les transports en commun, dans les maisons. Certains médias d'ailleurs en parlent et sont inquiets au vu des Jeux olympiques qui se joueront l'année prochaine en France. Sur la toile, divers internautes parisiens affirment qu'ils empruntent des transports publics au quotidien, mais ne l'ont pas encore remarqué ou encore que le fait de parler de punaise de lit est simplement à la mode et que tout ceci va passer. Bon, moi, perso, je me demande en fait si c'est vrai ou bien si c'est faux en fin de compte. Mais bon, je ne peux pas répondre. Mais je voudrais savoir, Mélissa, toi qui viens en France, dis-nous, est-ce que tu as entendu parler de cela? Ah oui, oui, complètement, hein. D'ailleurs, c'est même loin d'être juste une rumeur. Honnêtement, c'est une belle réalité qui embête, je pense, beaucoup de gens sur Paris. Pas Mhm, seulement sur Paris, d'ailleurs, je sais qu'il y a eu une petite rumeur, en revanche, comme quoi elles arrivaient à Lille. Mais les punaises wow. de lit, comme on le sait, en fait, elles sont principalement friandes, finalement, des tissus. Et en fait, les métros parisiens, du coup, enfin, les sièges des métros parisiens, pardon, sont faits de tissus, mais ceux de Lille, non. Ils sont faits en Mhm, plastique et donc elles sont parties très vite, ou en tout cas elles sont peut-être jamais arrivées, je ne sais pas. mhm, Mais ouais, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que bah, j'y suis allée à Paris très récemment et honnêtement, ça devient même paranoïaque en fait la frayeur qu'on peut avoir parce qu'on sait à quel mhm, point c'est difficile de se débarrasser de ces bestioles une fois qu'on en a attrapé. mhm, Et donc, bah, en fait, on fait tout pour éviter d'en récupérer sur soi,
Mais ouais, on en devient paranoïaque et on en finit en fait par ne plus s'asseoir sur les sièges, par essayer d'éviter au possible en fait tout contact, en fait, tout simplement avec les transports et c'est très compliqué, honnêtement, Mhm. mais j'ai la chance de ne connaître personne et de ne pas moi-même avoir eu la malchance d'avoir une infestation de punaise de lit. Donc c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et toi alors, Virginie, est-ce que toi, tu as entendu parler de punaises de lit dans toute la France? Oui, j'ai entendu parler des punaises de lit. Donc, moi aussi, je vis en France et je suis parisienne. Donc, j'ai vécu pendant plus de 20 ans à Paris. Effectivement, quand les choses se propagent, elles se propagent d'autant plus vite, on va dire, parce qu'il y a énormément de monde et parce que tout va plus vite à Paris. Mhm. Donc, forcément, donc voilà. Après, ce qu'on sait, c'est que normalement, les punaises de lit, ça saute pas, ça vole pas, et du coup, bon, ça se déplace à la vitesse d'une fourmi, mais effectivement, quand c'est infecté, on va dire que les lits sont infectés, et notamment les matelas, tous les tissus, etc. Au niveau des Mhm. logements, c'est compliqué à faire partir, donc après, il y a des traitements qui existent, mais la propagation, c'est comme pour n'importe quoi, finalement, même les virus, etc. C'est difficile. Et on peut pas mettre de masque là sous nos fesses, Ouais, malheureusement. donc voilà, après, j'ai le sentiment que ça a toujours existé finalement, hein, ces punaises-là, ça se Mhm. propage à vitesse grand V, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là. Après, on en parle davantage, mais non, je pense que c'est réel, c'est une réalité. Après, comment les faire partir, c'est plus ça la question. Mhm. Ça. Ah ouais. Et toi alors, Lily? Toi qui vis Bah aussi en écoute, France. ouais, je t'avoue que la dernière fois que j'ai pris le TGV, j'ai quand même regardé. Parce qu'en effet, il y a quelques petites photos qui circulent. Alors, il y a des hoax, hein, mais il y en a aussi une ou deux qui ont été reconnues par la SNCF. Et voilà, la SNCF a dit qu'elle avait fait le nécessaire. Donc, oui, j'avoue que j'ai aussi regardé si je ne voyais rien d'anormal bouger. Mhm. Sinon, après, c'est vrai que, comme le disait Virginie, ça existe depuis toujours et c'était même utilisé pour soigner à l'époque. J'ai appris ça. Il y avait une chronique à la radio qui expliquait que les gens recherchaient les punaises de lit pour se soigner à l'époque. Donc voilà, ça, je pense, nous avons côtoyé, nous nous côtoyons depuis très longtemps. Mhm. Après, c'est sûr que moi, j'ai aussi des amis, même de la famille sur Paris. Et c'est vrai qu'il y a un tout petit début de psychose quand même, avec des mamans qui commencent à mettre les vêtements de leurs enfants au congélateur, etc., pour être sûr qu'elles n'en ramènent pas de l'école. Moi aussi, j'ai la Bon. psychose. Et pourtant, je vis pas à Paris. Moi, j'ai la psychose de ce truc-là. Donc, ouf, j'ai même pas envie de visiter la ville. Donc, donc voilà. Donc, c'était très, très intéressant, Fiona. Merci pour cette Ouais. jolie rubrique. Maintenant, tu sais qu'il va falloir que c'est Virginie qui te note. Alors, Virginie, on a un rituel. L'invité doit noter les rubriques. Alors, sur une note de 20, combien est-ce que tu donnes à Fiona pour sa rubrique? Bah, c'est intéressant, c'est des questions d'actualité. Alors, on va lui mettre une bonne note, on est sympa. Je sais Combien? pas, 18 sur 20, 18 sur 20. Ah ben merci Virginie. Ok, d'accord. Moi, je suis pas très contente. En fait, moi, j'aime pas quand on leur met les bonnes notes parce que ça fait qu'elle se prenne un Oh! peu la tête. Oui. Donc, c'est pas bon. Il fallait lui mettre un 7 ou bien un 6 En sur fait, 20. Champi, c'est quelqu'un de mauvaise foi, donc voilà, il faut pas prendre tous ces questions au sérieux. Ok, d'accord. Bon, tu as eu 18. Congratulations. On va maintenant Mhm. migrer vers la deuxième partie de l'émission. Donc, les boss et bossesses, on se retrouve après ce bref moment de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Le topo du jour, animé par Champi, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour distinguer l'éducation sexuelle de la prédation sexuelle. Et comme entrée en matière, penchons-nous sur la polémique Evras. Donc, d'après le huffingtonpost.fr, article écrit le 18 septembre 2023, il se trouve que le Parlement de Wallonie-Bruxelles a voté un décret en début septembre qui rendait obligatoire pour les élèves de 6e et de 4e du secondaire
2 heures annuelles d'Evras. Et c'est quoi l'Evras? L'Evras, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, ce programme, il faut le savoir, existait déjà depuis une dizaine d'années, mais seulement dont la mise en application, pardon, dépendait des établissements scolaires. Cependant, avec ce nouveau décret-là, ce sont tous les établissements qui devront faire de l'Evras. Mais à cause de ce que l'article a appelé de fausses nouvelles, il y a eu une polémique qui a suivi. À tel point qu'il y a 15 000 signatures qui ont été faites pour supprimer cette loi. Et tenez-vous bien que les signatures venaient de France, alors qu'en France, il n'y a pas la loi Evras. Et donc, les membres de l'organisation expliquent qu'en fait, la polémique est basée sur de fausses informations qui sont comme, par exemple, de dire que ce serait obligatoire de parler de sexualité ou bien de masturbation dès la maternelle, ou bien que le programme vantera les mérites de la pornographie. Et ils ont même reçu des accusations de pédophilie ou bien de tentative de perversion de la jeunesse. Pourquoi, selon toi, ça fait aussi peur à la masse quand il s'agit de sexualité? C'est des sujets qui, malgré le fait qu'on soit encore en 2023, sont quand même complexes, compliqués et qui restent tabous. Et puis, il y a plusieurs appréhensions des parents, je pense, qui projettent leurs appréhensions, leurs peurs qu'ils ont eux-mêmes sur leurs enfants et qui sont pas forcément à même d'expliquer finalement la sexualité autour d'eux. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment polémique de pouvoir parler de sexualité, d'avoir une liberté, d'expliquer les choses. Mais finalement, pour moi, vraiment, je pense que expliquer, c'est déjà la première partie. C'est aussi pouvoir libérer la parole autour de la sexualité et discuter et s'informer, c'est aussi protéger, en fait, finalement. Et je voudrais savoir si l'une de vous, avant qu'on ne passe aux questions, voilà, qui nous amène ici, si l'une de vous a entendu parler de la polémique Evras. Donc, je vais commencer par Lily peut-être. Et si aussi tu as été embourbée dans ce canal de fausses informations, parce que moi, pour être sincère, j'ai été embourbée dans ça. Je pensais vraiment que ce qui était dit sur Internet, c'est ce que l'Evras faisait. Mais à culpa. Alors, j'avoue que peut-être c'est parce que je suis en France, mais j'avoue que j'en avais pas entendu parler. De la polémique Evras, t'as pas entendu parler de ça? Non, 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 j'en avais pas entendu parler. Pourtant, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'avoue que non, j'avais vaguement entendu quelque chose, mais voilà, je m'étais pas forcément penchée sur le sujet. Ok. Et toi, Fiona, qui est en Allemagne, est-ce que tu en as entendu parler de la polémique Evras? Moi non plus, non, j'ai pas entendu parler, pas du tout. Ok. Mélissa, s'il te plaît, est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Bah écoute, je vais te décevoir, Champi, parce que pas du tout non plus. J'en ai pas entendu parler. Mais en fait, ça m'étonne pas forcément parce que je sais que l'éducation à la sexualité, ça peut être un sujet hyper complexe et le fait de changer les programmes ou en tout cas changer les mentalités, c'est compliqué. Donc, je suis pas étonnée, mais je suis pas étonnée non plus que ce soit une fake news, quoi, complètement. Ok. Et toi, Virginie, est-ce que tu avais entendu parler de cette polémique sur les Evras? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, Ok. j'en ai parlé parce qu'effectivement, c'est mon domaine. Et puis, l'éducation à la sexualité, ça fait polémique aussi en France parce qu'effectivement, il y a une loi aussi obligatoire depuis 2018, un décret en fait qui oblige l'éducation à la sexualité 3 fois par an dans les collèges, lycées, etc., pour avoir justement une protection des enfants, pour enfin, leur permettre d'avoir une base solide. Et puis, en fait, on a remarqué que ça diminue les grossesses non désirées, en fait, quand il y a une éducation sexuelle. Ça baisse aussi les IST, les MST, etc. Et puis, ça baisse les agressions sexuelles, on va dire. Donc, en fait, c'est complètement différent, l'éducation sexuelle, d'un tuto à la sexualité. Hein. C'est pas, on va pas apprendre, effectivement, à avoir de bonnes relations sexuelles. C'est plutôt, on parle de respect, de consentement, et puis d'information, justement, sur les possibles ou pas, quoi. De respect du corps, de respect de l'autre. Et de consentir les rapports en tout cas. Donc, rien à voir finalement avec toute la polémique et les propos que prennent et les proportions finalement autour de tous ces sujets compliqués, quoi. Effectivement, effectivement. Parce que justement, ils sont faciles à manipuler et ça cause des tensions et tout. Bon, on parle bien d'éducation sexuelle et en tant que parent ou bien en tant que tuteur, à quel âge donc il serait approprié de parler de cela à son enfant et de quelle façon?
Alors, je pense qu'il faut déjà attendre d'avoir des questions des enfants pour pouvoir en parler. Après, je pense également qu'il est important d'utiliser les bons mots pour définir effectivement les différentes parties du corps, les organes génitaux. Remplacer les mots qu'on emploie régulièrement, zizi, zézette, par vraiment pénis, vulve. Parce qu'effectivement, à partir de 5 ans, on considère qu'ils sont quand même en mesure de comprendre les choses. Donc voilà, en fonction des questionnements, je pense que voilà, il faut laisser faire, laisser venir les questions et pas les extrapoler, rassurer aussi pour pouvoir leur répondre aux questions et ne pas hésiter aussi à différer si à un moment donné on ne se sent pas capable ou on n'a nous-mêmes pas les réponses aux questions et dire que on peut s'orienter vers une recherche de réponses qui sera plus adaptée pour pouvoir répondre de façon juste, sans faire peur, sans repousser, sans, voyez, dénigrer, on va dire, la partie de la sexualité, bien appuyer sur le fait que c'est quoi, voilà, faire l'amour, comment ça se passe, etc., en fonction des questionnements des enfants. Donc, en fait, Euh, pour résumer, on doit laisser l'enfant venir à l'adulte. C'est lui qui doit initier la conversation et non pas l'adulte. Voilà, exactement. Moi, je pense vraiment que Et puis, renvoyer sur ce que lui a compris de la question. Vous voyez ce que je veux dire? En général, il pose une question et puis il a déjà une idée de ça. Donc, peut-être orienter sur déjà sa vision de la question qu'il apporte et voir si c'est OK pour nous ou pas, ou si c'est complètement faux. Et puis, D'accord. après, s'informer ou différer. Ouais. Bon, avant qu'on ne migre vers la prochaine question, je voudrais savoir, Lily, toi qui as une petite fille, est-ce que c'est dans cette optique-là aussi que tu l'éduques ou bien que tu l'éduqueras sur l'éducation sexuelle? C'est-à-dire que là, laisser venir vers toi, ou bien est-ce que tu as déjà commencé le processus d'éducation? C'est juste pour avoir un avis un peu plus Voilà. expérimenté que je te pose la question. Voilà, j'ai une petite, mais j'ai surtout deux grands aussi. Donc je dirais que voilà, pour le garçon, pour l'ado, on va dire que je le laisse plutôt voir ça avec son papa. Pour la plus jeune, par contre, c'est vrai que ce n'est pas elle qui avait initié le sujet, mais c'est moi qui l'ai fait par rapport aux vaccinations notamment. Parce que voilà, je voulais lui laisser faire son choix. C'est elle qui a décidé de se faire vacciner, ce n'est pas moi. Mais voilà, c'est moi qui lui ai expliqué que ça existait. Et suite à ça, c'est en effet elle qui est revenue vers moi. Mais j'ai complètement suivi les conseils qu'a donné Virginie, et je m'étais renseignée pas mal. C'est vrai que j'ai voilà, de façon un peu détournée, évoqué le sujet au détour d'une conversation sans aller plus loin. Et ensuite, c'est vrai que c'est elle qui est revenue vers moi. Et dans ces cas-là, on a commencé vraiment à instaurer un dialogue à bâton rompu. Mais donc, c'est vrai que j'ai un petit mix des deux. J'ai planté la petite graine et j'ai attendu Qu'elle que ça revienne vers mûrisse dans toi. son esprit. Voilà, c'est ça. En fait, je pense D'accord. que c'est vraiment important de savoir de quel âge on parle, si on parle d'enfants qui sont ados, qui ont 10-12 ans, ou si on parle d'enfants qui ont 5 ans ou 6 ans, qui posent les premières questions sur comment on fait les bébés, enfin ces choses-là vraiment explicites. Après, je pense que c'est important de créer un climat, on va dire, de parents où on n'est pas dans le jugement, on reste dans la bienveillance pour pouvoir leur permettre une exploration enfin, de soi, de son corps, de ses envies, de ses besoins. Et puis après, respect et consentement, quoi. Après, le but, ça va être d'écouter, d'éviter, enfin, que ce soit pas tabou, et puis pour leur permettre de s'éveiller, de créer leurs propres expériences, et puis aussi de leur laisser leur curiosité. Donc, D'accord. Oui, c'est 5 sûr que ans, là, moi, effectivement, on parle pas de la même chose qu'à 12 ans, quoi. j'ai 3 ans et 14 ans. C'est sûr que c'est complètement différent. Bah voilà. Mm, mm, mm. Et donc, quelles sont les Moi, limites à j'avais ne une pas... question, Oui, vas-y, vas-y, Chanty, pour vas-y, Virginie. Fiona. Oui, concernant en fait cette question, une question, en fait, quelque chose m'est venu à l'esprit. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que Virginie, un enfant de 5 ans qui pose ces questions-là, basées sur la sexualité, si on répond à cet enfant-là de manière un peu concrète, bon, selon son âge, est-ce que ça ne favorise pas le développement, je dirais, précoce de l'enfant? En fait, de manière à ce que peut-être Non, des actes parce qu'on devrait attendre qu'il pose à la puberté, il se met à le faire avant. Mm, mm, mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement de l'enfant, finalement, il est normal de commencer à se masturber au bout de quelques années, 3 ans, 5 ans, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que
finalement, dans son développement, ça en fait partie aussi. Et je pense vraiment que c'est aussi protégé pour que ça se fasse sans se blesser, sans le faire dans la douleur, sans le faire n'importe comment. Le but justement des parents, ça va être d'accompagner là-dedans. Ça va pas être de favoriser une hyper stimulation à la sexualité, mais de justement rassurer, accompagner. De si on voit qu'il y a des frottements par exemple ou ces choses-là, on peut réorienter et lui dire de le faire dans un lieu plus sécur qui lui appartient, soit dans la salle de bain, soit dans sa chambre, mais effectivement que ça se fait pas en public, que pour son accord et puis pour celui des autres, puisqu'on parle de consentement, c'est mutuel, c'est et pour lui et puis aussi pour les autres, que de ne pas exposer une sexualité comme ça au regard de tout le monde. Donc non, ça va pas hyper sexualiser, de leur en parler, d'utiliser des mots qui lui permettent justement de s'armer face à différentes situations. Tu as dit quelque chose là qui m'a un peu perturbée. Et peut-être il faut qu'on migre vers la prochaine question. Bon, la prochaine question, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir dans le cadre de l'éducation sexuelle? Et pendant que tu réponds à la question, je vais en profiter pour poser ma question. Tu as dit que les enfants de 3 ans se masturbent. J'ai pas bien suivi. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. À 3 ans, 5 ans, on remarque déjà qu'effectivement, il peut y avoir, même in utero en fait, hein, dans l'évolution, même si c'est surprenant et que c'est des choses qu'on ne connaît pas, il y a les premières érections dans le ventre de la maman et les premiers orgasmes aussi dans le ventre. Hein. Donc en fait, ça commence la sexualité finalement in utero et du coup, le développement de l'enfant, les recherches des simulations, les sensations de plaisir, elles sont déjà petites. Hein. Alors, masturbation, effectivement, c'est pas une technique, hein, mais c'est des frottements, c'est des chatouilles, c'est tout ça qui viennent Ok, justement des petits. Hein. ok, d'accord. Et donc, quelles sont les limites à ne pas franchir dans le cadre de l'éducation sexuelle? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas pousser les questionnements. Et pour moi, c'est question d'enfant, réponse d'enfant, dans le sens où on va juste laisser venir le questionnement et on ne va pas avancer davantage en fonction de ce qui nous est posé. On va pas regarder un porno hein, avec son enfant, hein, on va pas regarder des images, on va pas faire de démonstration, etc. On va juste vraiment accompagner ça. Qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un accompagnement, c'est pas une initiation. Donc les limites, en fait, ça va être de répondre à la question posée pour pas, comme on disait, hypersexualiser les choses, ne pas rendre et ne pas surprotéger non plus. En fait, le but, ça va pas être de projeter notre réalité, nous d'adultes, sur les enfants. Pour pas sensibiliser non plus à un problème qu'on n'est pas un. Je pense aux parents, par exemple, qui auraient subi des attouchements, des viols, etc. Bah voilà. Problème d'un parent, on va dire, violé, par exemple, ou sensible, on va dire, dans l'entourage, école, etc. Donc, Et donc, suivre non, le vas-y, développement de continue. l'enfant. Suivre le développement de l'enfant, je pense que c'est le plus important pour pas faire peur, pour pas induire des choses inconsciemment, continuer à dialoguer et ouais, répondre simplement juste à la question, débrancher un peu le cerveau d'adulte, question d'enfant, réponse d'enfant. Pour moi, enfin, c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Et ce qui veut donc dire que si on va au-delà de ça, est-ce qu'on peut assimiler ça à de la prédation sexuelle? Ou bien tout bêtement, comment reconnaître un comportement d'un prédateur sexuel? Alors, c'est important de différencier le pédophile du pédocriminel. Le pédophile, il a une attirance, d'une domination, on va dire une attirance pour les enfants. Il a besoin de domination et besoin de prendre le dessus, l'ascendant, pour dominer, pour lui-même se rassurer face à son potentiel de séduction, parce que finalement, c'est quelqu'un qui manque de confiance. Alors que le pédocriminel, lui, il va plus être dans le passage à l'acte et il va agresser les enfants, il va les toucher, caresser, violer. Ok, on va dire que le prédateur sexuel, lui, la plupart du temps, il n'a pas vraiment de profil type parce que c'est difficile vraiment de le caractériser. C'est une personne digne de confiance qu'on ne peut pas vraiment soupçonner parce qu'il y a un lien souvent affectif avec les personnes. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, souvent, quelqu'un vraiment à qui on a une confiance aveugle.
voilà, c'est des manipulateurs souvent qui sont très habiles en fait, hein. Le prédateur, c'est la personne, prédateur sexuel, c'est une personne qui va capturer une proie pour s'en nourrir. Donc, ça va être une personne qui va abuser d'une autre personne plus vulnérable. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent des enfants. Mais Donc, dans le cadre du contexte d'éducation sexuelle, vu que tu as dit, pour résumer simplement, à question d'enfant, réponse enfant. Maintenant, quelqu'un qui va au-delà de ça, hormis le mhm. fait peut-être que le parent a subi des abus quand il était enfant, donc il veut prévenir en étant un peu peut-être trop en avance, mais hormis ça, quelqu'un qui encourage ou bien qui suscite, c'est pas considéré comme de la pédophilie, c'est pas considéré comme de la prédation parce que tu as employé deux termes, pédocriminel et pédophile. Donc, je sais pas, est-ce que pousser un enfant à s'informer de façon un peu trop développé pour son âge par rapport à la sexualité. Peut-être un enfant de 5 ans commence à lui parler de pornographie, de masturbation, etc. Est-ce que ça ne s'apparente pas à de la prédation sexuelle? En fait, enfin, je veux dire, un parent qui va proposer ce genre de choses à son enfant, c'est tout l'éducation finalement qui a à remettre en cause en dehors de l'éducation à la sexualité. Je pense que c'est quand même compliqué de pouvoir proposer ce genre de choses avec ses enfants. C'est que le lien est compliqué, que c'est que peut-être il y a des troubles psy. Enfin, ça va plus loin finalement que tout ça, hein. C'est dans l'accompagnement, effectivement, si on a une hypersexualité où on a tendance à trop en dire, à montrer des images, et on n'est plus dans un rôle d'accompagnement où on est censé être dans de la bienveillance et de l'écoute pour pouvoir répondre aux questions de son enfant. Là, on est dans une problématique éducative avec des choses qui sont mauvaises dans l'enseignement, dans l'accompagnement qu'un parent doit avoir envers son enfant. Donc ça va plus loin en fait finalement que la question de l'éducation à la sexualité. Et oui, si le parent effectivement montre de la pornographie, des images, des photos de sexualité, là oui c'est dangereux effectivement. Et la prise en charge elle doit être euh, éducative pour la question de la santé finalement des enfants, quoi. Donc, même si c'est pas le parent, même si c'est un enseignant, ce que tu as décrit là, ce n'est pas du tout normal. Donc, on Oui, parle d'un adulte, d'un tuteur, que ce soit le parent ou exactement. bien un enseignant. OK. Je ne sais pas si Mélissa, tu as une question avant qu'on ne continue. Non, j'ai pas forcément de questions pour l'instant, tout est clair. Et toi, Fiona? Moi non plus, j'ai pas de questions pour le moment. D'accord. Bon, donc, en tant que parent ou bien en tant que tuteur, donc tuteur, j'imagine quelqu'un qui s'occupe d'un enfant légalement, comment peut-on aider l'enfant ou bien l'adolescent à ne pas devenir dans une victime de ce genre de comportement de prédation sexuelle? Je pense que c'est important, pareil, de commencer dès le plus jeune âge à expliquer les choses, à être dans un dialogue, une bienveillance et une écoute qui permet justement d'aider à ne pas rentrer dans la prédation sexuelle. Pour ça, bah, il existe, je sais pas, progressivement une atteinte, on va dire, aux ordinateurs, à Internet, au téléphone, progressivement, qui se fait sous le contrôle parental. Peut-être configurer les ordinateurs. En tout cas, accompagner, encore une fois, pour moi, la question, elle est vraiment éducative. Là, pour le coup, c'est ne pas laisser les enfants intervenir sur les téléphones, sur Internet, sur les réseaux sociaux à n'importe quand, à n'importe quel âge. Pour pas devenir une prédation sexuelle, et déjà, normalement, la loi, elle interdit les ados de moins de 15 ans d'avoir, en tout cas moins de 13 ans, on va dire 13 ans, 13-14 ans, ils ont le droit d'avoir accès aux réseaux sociaux, etc., Internet. Mais à 15 ans seulement, ils peuvent y être librement seuls, avoir accès. Donc, pour moi, l'importance justement de garder, de respecter la loi, si effectivement ça a été décidé qu'à 13 ans, on n'a pas le droit d'avoir accès à Internet et applications, réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment pour une bonne raison. Donc, l'intérêt, ça va être d'expliquer, d'éduquer et de prévenir. Euh, et c'est un rôle éducatif aussi pour les enfants, quoi. D'accord. Donc, Ce que tu as dit est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une loi qui existait en France qui disait que
qu'à moins de 13 ans, on n'a pas droit aux réseaux sociaux. Et je voudrais savoir, Lily, est-ce que toi, c'est dans cette optique-là que tu éduques ta petite dernière ou bien, et aussi, est-ce que tes enfants, avant qu'ils aient l'âge qu'ils ont aujourd'hui, je parle des adolescents, est-ce qu'ils avaient le droit d'être sur Internet ou bien est-ce que tu contrôlais leur contenu sur Internet et tout ça? Non, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure dans la chronique. Je pense que comme l'a très justement dit Virginie, l'interdit attire. Donc, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre ne pas interdire les accès, mais les contrôler. Et ça, je pense que récemment, les réseaux sociaux ont pris conscience de ce problème et ont vraiment donné énormément de clés aux parents, de contrôle parental possible, de codes, etc., pour permettre un accès progressif aux réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis quand même dans l'optique de au plus tard, au mieux. La petite n'est jamais devant des écrans seule. Et quand elle y est, c'est pour regarder de temps en temps un petit dessin animé, puisqu'on aime bien regarder les dessins animés en anglais, donc on ne les a pas à la télé. Il faut forcément avoir accès à une tablette. Mais c'est vrai qu'elle n'est jamais seule devant l'écran. Je suis toujours avec elle et on commente ensemble les dessins animés. Et c'est un moment qui ne l'isole pas, mais au contraire qui crée des liens. Mais je pense que c'est ça, pour moi, le risque, et Virginie l'a évoqué, le risque, c'est de l'isolement à cause du réseau social, à cause de l'ordinateur, être face à des choses qu'on ne comprend pas seul. D'accord. Voilà, et c'est vrai que, non, en tout cas, la petite, elle est jamais toute seule devant des écrans, et bien évidemment, on les évite le plus possible. Et tu fais bien de le faire parce qu'on ne sait jamais, comme on dit, ce phénomène ne laisse personne à l'abri. Donc, il faut vraiment regagner des efforts pour protéger les plus petits le plus longtemps possible. Donc, dernière question, Virginie, quels sont les signes qui montrent qu'un enfant ou bien qu'un ado a été victime de comportements sexuels abusifs, notamment attouchements, violences sexistes, etc., etc.? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je voulais ajouter qu'on considère qu'il y a quand même 58% des enfants entre 11 et 12 ans qui ont déjà accès aux réseaux sociaux et qui a du coup une cybercriminalité, cyberharcèlement. Il faut savoir que c'est quand même 20% des jeunes qui sont victimes, en tout cas en France, et 40% en fait des filles qui ont accès entre 10 et 15 ans. Elles présentent un mal-être, une forme de dépression, des troubles du sommeil et une mauvaise image corporelle aussi. Donc c'est ça aussi les conséquences vraiment par rapport à tout ça. Donc pour les ados, pour les protéger, je pense que toujours être dans le dialogue, dans la bienveillance, etc. Et comment on s'en rend compte, je pense en tant que parent, il y a différents facteurs. Je pense que c'est important que les parents ils puissent apprendre à leur enfant l'expression aussi de leurs sentiments, comment je fais pour être en joie, dans du bonheur, dans du bien-être, ou comment je montre ma peur, ma gêne et par exemple ma douleur, en leur rappelant qu'ils sont dans un climat d'écoute et de bienveillance, et qu'ils ne vont pas être grondés ni punis s'ils expriment justement leurs émotions. Et après, le parent, il va devoir travailler à observer les attitudes quand l'enfant il va bien ou quand il est un peu, il exprime du malaise. Et donc, il y a un changement de comportement. On peut aussi surveiller, on va dire, le corps, les blessures éventuelles, l'angoisse, etc. Est-ce que l'enfant il est plus silencieux que d'habitude? Est-ce qu'il est un peu plus distant? Est-ce qu'il comment dire, il refuse de se rendre quelque part alors que il prétexte plusieurs choses? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il y a des maux de tête, envie de vomir, des choses comme ça? Est-ce que, sans vouloir te couper, est-ce que ce serait conseillé peut-être de recommander aux parents de faire des visites chez le médecin, des check-up global, on dit global, bref, un check-up général de tout le corps de l'enfant, au moins une fois par mois, pour voir justement s'il n'y a pas tout ce que tu as cité. Voilà, c'est juste une idée. Après, la complexité, c'est de ne pas tomber dans quelque chose qui est un peu parano, où tous les mois, on inflige, entre guillemets, une visite parce que la confiance est remise en question par rapport à son enfant. Donc, c'est difficile pour un parent de faire ça. Après, je pense qu'une fois par an, en tout cas, c'est nécessaire, ou 2 fois dans l'année, même s'il n'y a pas de maladie récurrente, de faire effectivement un bilan, comme on pourrait faire chez le dentiste, chez l'ophtalmo, toutes ces choses-là, pour voir comment ça se passe. Après, c'est compliqué parce que souvent, c'est caché, souvent, ça ne se voit pas.
et voilà, après, c'est observer aussi, effectivement, s'il y a des mots sur le corps ou si, je sais pas, il y a des violences, est-ce qu'ils rejettent un peu plus l'autre, est-ce qu'il y a beaucoup de douches, par exemple, est-ce que les douches sont plus récurrentes que d'habitude, est-ce que les sous-vêtements peuvent être cachés, est-ce qu'il y a de l'énergie, enfin, voilà, des saignements, en tout cas, plus de temps peut-être aussi sur les réseaux sociaux, un peu plus refermé. Est-ce qu'il y a des cadeaux ou des choses que c'est pas ses parents qui lui ont offert, qui sont présents dans sa chambre, enfin, en tout cas chez lui, ou une forme, on va dire, soit d'hypersexualité, donc je vais me montrer à nu, je vais me déshabiller plus facilement, ou au contraire, je vais avoir plus de pudeur. Voyez, je pense que ça, c'est un peu des signes, en tout cas. Le rôle de parent, c'est ça va être d'observer et puis un peu de jouer à l'enquêteur pour voir ce qui peut être problématique Je chez à les enfants. Sherlock Holmes. Mm. D'accord. Ouais, c'est Et un peu ça, hein. donc, avant de migrer donc vers la dernière partie de l'émission, c'est quoi le mot de fin que tu dirais par rapport à ce sujet pour aider les parents donc à faire un peu plus attention à leurs enfants sans rentrer dans la parano, comme avec mon idée un peu paranoïaque de les faire checker une fois par mois et tout ça. Non, non, c'est pas paranoïaque, c'est plutôt bienveillant de vouloir bien s'occuper de ses enfants, hein. C'est au contraire, c'est super, c'est normal, mais je pense que c'est vraiment accompagner, écouter, dialoguer et pas induire des choses par rapport à notre prisme à nous et finalement à essayer d'avoir une ouverture. Pour ça, je recommande plutôt la lecture. Par exemple, il y a un livre qui est super de Charline Vermont qui s'appelle Corps, amour et sexualité, où là, il y a 120 questions vraiment dédiées aux parents et aux enfants, où là, on peut avoir toutes les réponses finalement à ces questions-là qui sont dans une bienveillance et une ouverture. Donc, ce sont sur ces mots qu'on va se quitter pour cette partie de l'émission et qu'on va migrer vers la prochaine. Donc, les boss et les bossesses, on se retrouve après un bref moment de pause. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Nous voici pour la dernière partie de l'émission. Avec ce thème du jour, nous espérons vous avoir dissipé la confusion sur ce que c'est que l'éducation sexuelle et sur ce qu'elle n'est pas. Mais à présent, vous le savez, il est temps de passer à la rubrique littéraire de Mélissa, Fala le livre. Alors Mélissa, fais-nous rêver. La rubrique Fala le livre, présentée par Mélissa. Exactement, Champi. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre 4e édition de Fala le livre. Et oui, voici la 4e. Et vous commencez à connaître le concept maintenant. Mais pour les petits nouveaux ou ceux du fond qui ne sont pas sûrs d'avoir suivi, je vais vous faire un très bref rappel du concept puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et donc, pour cette édition du fin de mois d'octobre, j'ai eu envie de vous partager mon mood très cocooning, très automnal finalement, et rien de mieux pour ça que la nouvelle sortie littéraire de Morgane Moncomble. Et oui, on ne la présente plus, cette jeune autrice à succès nous a déjà régalé avec ses premiers romans, dont j'ai personnellement adoré l'un des tout premiers, j'ai nommé L'As de cœur. Et ici, c'est un titre très équivoque qui nous réchauffe par ce temps froid. En effet, Un automne pour te pardonner, sorti il y a un mois aux éditions Hugo Roman, nous raconte une histoire pleine de mystères, au sein de laquelle Camélia, avocate en devenir, se retrouve à défendre son ancien bourreau de lycée, Lou, face au meurtre du meilleur ami de celui-ci dont il est suspecté coupable. Passionnée de crimes non résolus, la voilà enfin plongée au cœur d'une enquête, alors même que l'univers lui donne une opportunité de régler ses comptes avec des personnages de son passé. Lou, lui, ne comprend pas comment il est passé de bête noire de sa famille à potentiel meurtrier, mais ce qui est sûr, c'est que la seule personne encore en mesure de le défendre, c'est Camélia, envers qui il veut se faire pardonner après des années de regrets. Et c'est un enchaînement de plot twists toujours plus perturbants les uns que les autres que nous propose Morgane Moncomble, en nous invitant une fois de plus à nous régaler de sa plume, qui sait manier les mots et le suspense avec une grande justesse. Et rien que pour la fin, je vous invite à lire ce roman, mais attention, je ne vous spoilerai rien. Et pour notre deuxième recommandation du jour, j'aimerais vous emmener la tête dans les étoiles avec l'histoire incroyable d'un homme dont on connaît tous très bien l'histoire. J'ai bien entendu parler de Thomas Pesquet, qui raconte comment il est devenu le plus jeune Français à partir en station spatiale. Donc, bien que déjà auteur de nombreux ouvrages sur son expérience vis-à-vis de la Terre et l'espace,
Il nous fait ici part d'une présentation bien plus personnelle sur ce qu'il a vécu, nous montrant depuis les coulisses de l'école des astronautes jusqu'au frisson du décollage. On nous sert alors un récit bien plus humain de ce que représente le métier d'astronaute qui nous fait rêver l'humanité. C'est un quotidien de plus d'un an dont on a l'occasion de découvrir, au cœur du vide intersidéral qui nous rappelle ô combien nous sommes minuscules face à l'univers. Et donc, tel Jules Verne, Thomas Pesquet nous réalise ainsi son autobiographie comme un roman d'aventure, où rêve et réalité s'entremêlent pour former une histoire incroyable, aux multiples facettes, dont cette nouvelle parution au titre Ma vie sans gravité, aux éditions Flammarion depuis mercredi dernier. Et maintenant que ces deux ouvrages vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes cochroniqueuses Lily et Fiona, mais avant tout, j'aimerais connaître celui de notre invitée du jour, Virginie. Et du coup, Virginie, est-ce que je peux te demander lequel des deux t'a le plus inspiré? Et je crois que c'est le deuxième. C'est le deuxième, celui sur Thomas, en fait, hein, finalement, parce que c'est c'est une personne dont on entend quand même parler pas mal, là, ces dernières années, on va dire. Donc, voilà, c'est celui qui me tenterait le plus, en tout cas. Ok, d'accord, bah super. Écoute, Lily, Fiona, je vous donne la parole, comme vous voulez. On commence à Lily. Parce que toi et moi, finalement, on se connaît. On se connaît. Oui, vas-y, Hum, Lily. Bah, écoute, moi je pense que je me laisserai tenter par le deuxième aussi. Alors je suis Thomas Pesquet hein, sur Facebook, sur sa page, donc j'aime bien suivre ses aventures. Et un petit côté chauvin aussi quand même, c'est, je trouve vraiment extraordinaire d'avoir un Français qui se retrouve à ce niveau-là, connu dans le monde entier. Voilà, donc je pense que j'aurais envie d'en savoir un petit peu plus. Et quand j'étais petite, j'aimais bien acheter le magazine Astronomie Magazine. Donc voilà, je pense que je serais contente de me replonger un petit peu là-dedans, même si depuis, j'ai complètement décroché de ce qui est astronomie. Ah, donc, tu aimais l'astronomie? Moi, je ne savais pas. On en découvre des choses sur toi aujourd'hui, Lily. Ah, mais écoute, c'était vraiment, mais c'était parce qu'en fait, j'avais, je crois que c'était en CM2, oui, c'est ça, en CM2, j'avais une institutrice qui était passionnée d'astronomie et qui nous faisait découvrir, je pense, bien plus que le programme. Et tu sais que même j'aurais dû normalement aller en voyage d'astronomie et ça ne s'est pas fait à quelques semaines du départ. On Oh, était tellement tristes. Voilà, donc tu vois, c'est peut-être ça en fait, c'est ce petit traumatisme de ne pas avoir été qui fait que je choisis le deuxième livre. d'accord. Et Fiona? Moi, je choisirais L'As de cœur, le premier livre avec Camilla. Je Déjà, savais. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu dises. Je savais. mais bon, en fait, en gros, je préfère les romans. L'astronomie, c'est pas un domaine qui m'a particulièrement intéressée depuis l'enfance. Il est vrai que j'ai vu des films de science-fiction et tout ça avec des astronautes, etc. Mais sinon, je préfère le roman. Je préfère une bonne histoire qui va me faire rêver ou bien imaginer des choses et je préfère être assise confortablement dans mon canapé en train de lire une telle histoire, en fait, avec plein d'actions, de rebondissements et tout. Et toi, Mélissa, qu'est-ce que toi-même tu as préféré dans ta rubrique? Bah, écoute, je dirais qu'ils sont très différents tous les deux, donc honnêtement, ça dépend un petit peu de mon mood. Bah, en fait, comme l'a dit Fiona, hein, finalement, le premier, il est très, vraiment, c'est pour se poser, c'est plus du divertissement. Le deuxième, c'est vraiment plus pour être informé finalement. Et du coup, c'est voilà, c'est hyper intéressant. Ça nous fait découvrir une autre facette un petit peu du métier d'astronaute. Et du coup, voilà, c'est deux choses complètement différentes. Ah, moi, ça me surprend un peu ta réponse, et pour être honnête, ça me surprend un peu. Mais bon, à chacun, on dit quoi? Les goûts et les couleurs ne se discutent Pourquoi? pas. C'est Pourquoi? ça? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te surprend là-dedans? Je pensais que j'allais dire quoi? Ah, je pensais que tu allais dire l'amour. Tu as appris l'astronomie. Non, je pensais que j'allais dire aventure, puisqu'il y a amour, il y a aventure, il y a harcèlement. Tu vois, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est Alors vrai. qu'astronomie, c'est la science, quoi. C'est la science. Et c'est pas forcément stimulant, moi, je trouve, parfois. Mais bon, peut-être c'est un peu bête ce que je dis, mais bon. Donc, merci pour ta rubrique, Mélissa. Il est temps que Virginie. Mais Champi, toi, tu nous as pas donné ton avis. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce que tu devais choisir. Moi, j'aurais choisi le premier, à cause du fait qu'elle doit mener une enquête pour résoudre un meurtre. Voilà. Ok. Ouais. Donc, Virginie, combien tu mets à Mélissa pour sa rubrique Faire dans le livre?
Je lui mets la même note. Je veux pas faire d'histoire, moi, hein. Non, tu peux lui mettre moins que ça, il n'y a pas de souci. Non, Mais bah après, c'est des livres que je connais pas, alors j'ai pas vraiment de regard dessus, mais en tout cas, c'était sympa. La voix est dynamique, elle nous a bien emmenés et convaincus d'avoir envie de les lire, hein. d'accord. Voilà. Mélissa, est-ce que tu es satisfaite de ta note? Bah écoute, complètement, hein, je suis très satisfaite, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, je laisse passer pour cette fois. Donc, tu as 18. Congratulations aussi. Merci. Maintenant, maintenant, il est temps de redécouvrir la rubrique Est-ce que tu know de Lily qui est à sa deuxième ce soir. Donc, Lily, toi aussi, tu as la pression. Donc, fais-nous rêver, s'il te plaît. La rubrique Est-ce que tu nors présentée par Lily. Eh bien, coucou les boss et les bossesses. Pour cette deuxième chronique de Est-ce que tu know, nous allons plonger dans un sujet délicat mais ô combien d'actualité, le sexting et son impact sur la santé de nos jeunes. En effet, les smartphones ont révolutionné tant notre manière de vivre et de communiquer que celle de nos ados. Et le sexting est une pratique en pleine explosion. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le sexting? Le sexting, c'est l'art de partager des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel par le biais d'un smartphone ou de toute autre technologie de communication. Alors, petite question. Connaissez-vous le pourcentage des jeunes de 13 à 17 ans qui, en 2019, admettaient avoir déjà partagé des photos ou des vidéos sexuellement suggestives d'eux-mêmes? Alors, je propose qu'on ne commence pas par notre invité qui, je n'en doute pas, a une idée sur la réponse. Mélissa, à ton avis? Honnêtement, je m'attends à un chiffre quand même qui est assez haut parce que je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus jeunes, enfin, je ne veux pas passer pour plus âgée que je ne suis, hein, parce que je suis très jeune moi aussi, mais je sais que les générations d'aujourd'hui, même en étant adolescents, ils partagent très très rapidement des choses qui sont assez privées. Du coup, je ne saurais pas Là, on parle, forcément dire. ouais, là, on parle vraiment de photos ou de vidéos à caractère sexuel, hein. Ah oui, donc effectivement, ouais. Je ne saurais pas dire, honnêtement, je vais Fiona? rester sur un. Je sais Oui, vas-y, pas. Mélissa. Je, je sais Donne pas, un peut-être chiffre, dis un. 15%, 80. Ouais, j'aurais dit 20% peut-être, j'espère, 20%, ok. Fiona? max. Je dirais 50%, peut-être. Tu en as J'exagère un petit peu. 50%. C'est pas Emmanuel ici. Bref, Et en tout Bon, cas. bon, Virginie? bon, Et je vais notre dire invitée, du coup, 40%. Bon, la 40%. spécialiste? Moi, je vais dire 13%. 13% à peu près, parce que c'est pas évident d'être honnête avec ça. Et je sais qu'en sexualité, en matière de sexualité, c'est pas facile d'avoir des chiffres et de réelles études, parce que souvent les gens mentent beaucoup. Donc Alors, voilà. là, bien évidemment, donc, au billet que tu viens d'évoquer près, hein, puisque c'est eux qui admettent, Mhm. le chiffre de Poe Research Center est de 24%. Donc, ce serait Mhm. 24% des adolescents âgés de 13 à 17 ans. Donc, c'est donc en effet un quart des jeunes qui admettent pratiquer régulièrement le sexting. Alors, sur le papier, le sexting peut sembler sexy, mais les risques, eux, le sont beaucoup moins. Selon une étude de 2019 portant sur plus de 40 000 adolescents âgés de 12 à 17 ans, échanger des sextos favorise des comportements sexuels à risque et a des conséquences à long terme sur leur santé mentale et physique. Alors, quels sont réellement les effets cachés de cette nouvelle norme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Le risque majeur est le risque d'atteinte à la vie privée. Ce sont le plus souvent des jeunes filles qui en sont victimes et ce sont leurs corps dénudés qui se promènent partout sur Internet. Ensuite, très peu d'entre elles osent demander de l'aide car elles ont peur de s'entendre dire que ce qui arrive est de leur faute et qu'elles n'auraient jamais dû envoyer ces photos. Malheureusement, elles ont souvent été victimes de leur crédulité et de leur romantisme. Alors, petit espoir donc pour mettre des images sur cet engrenage. Julie et Hugo sont amoureux et leur histoire est à l'image des adolescents eux-mêmes, passionnels. Ils sont convaincus que cet amour durera toute la vie. C'est le bonheur avec un grand B. Julie, à la demande d'Hugo, lui envoie donc des photos un peu osées. C'est ce que l'on appelle le sexting. Puis un jour, la rupture arrive à l'initiative de Julie. Et que se passe-t-il ensuite d'après vous? Et bien sûr, une rupture, et c'est la catastrophe. Hugo avait enregistré les photos de Julie sur son ordinateur. Cette dernière est alors victime de sextorsion, puisque Hugo la menace de publier ses photos intimes si celle-ci ne revient pas vers lui ou ne lui paye pas une certaine somme d'argent en échange de sa discrétion. Comme Julie refuse bien sûr d'obtempérer, il publie les photos sur Instagram sans son consentement. Julie est alors en proie à ce que l'on appelle le slut shaming, qui est l'humiliation sexuelle en ligne.
Les photos circulent et chacun y va de son petit commentaire dégradant sur son apparence physique et sa présupposée activité sexuelle. Cette mésaventure online a des conséquences graves chez Julie, puisqu'elle a provoqué anxiété, honte et a même déclenché une réelle dépression et des pulsions suicidaires. De plus, cette vengeance gratuite, ce revenge porn, a irrémédiablement modifié son estime d'elle-même, son image corporelle et sa confiance en elle. Alors, combien d'internautes en sont victimes d'après vous, de ces revenge porn, ces vengeances en ligne? Alors, il y a beaucoup d'anglicismes dans ma chronique de ce jour. Alors, qu'en pensez-vous? Combien de personnes sont victimes de ce genre de vengeance en ligne? Je vous propose 1 sur 8 ou 1 sur 20. Donc, un internaute sur 8 ou un internaute sur 20. Virginie, c'est toi qui es l'experte, dis-nous. 1 sur 8, je pense, parce qu'effectivement, c'est un bon levier pour pouvoir se venger. Donc, quand on vient toucher à l'intimité, c'est évidemment une belle façon de faire du chantage. Donc, je pense que la contrepartie, elle est énorme. Bien sûr, oui, c'est 1 sur 8. On sent l'experte. Donc, c'est évidemment 1 sur 8 et c'est déjà beaucoup trop. Ensuite, l'autre risque dont je voulais vous parler aujourd'hui est le risque d'isolement social et de perte de repères. En effet, d'après une équipe de chercheurs canadiens, le sexting excessif fragilise les liens affectifs lorsqu'il devient la seule relation avec l'autre au détriment d'une vraie vie sociale et amoureuse saine et équilibrée. Ainsi, les individus qui en sont adeptes ont 5 fois plus de probabilité d'avoir de multiples partenaires sexuels. Ils sont également environ 2 fois plus susceptibles de se passer de contraception et d'être sujets à l'anxiété, voire à la dépression. Virginie, vous en aviez parlé d'ailleurs. Pour ce qui est des addictions, ceux qui pratiquent le sexting fument 2,6 fois plus, boivent 3,7 fois plus et se droguent 3,4 fois plus que les autres. Passons maintenant aux aspects positifs du sexting. Et oui, il y en a quand même quelques-uns, car le sexting peut renforcer l'intimité dans une relation de couple entre des adultes consentants et responsables. Des études montrent que les couples qui le pratiquent renforcent leur lien émotionnel et leur satisfaction sexuelle, car ils augmentent la production de dopamine, l'hormone du bonheur. Désormais, le sexting est devenu une réalité de notre ère numérique. Les parents ne peuvent plus traiter de manière punitive ce sujet, comme cela pouvait être encore le cas il y a quelques années, lorsque cette pratique était marginale. Face aux défis que représente le sexting, ils se doivent de dialoguer sans jugement avec leurs ados sur la sexualité online lorsque ces derniers évoquent le sujet. Voici donc quelques clés pour rester en bonne santé mentale tout en pratiquant le sexting. Clé 1, le consentement et la protection de la vie privée. Les ados doivent être conscients des risques et de la possibilité que les images qu'ils sont en train d'envoyer puissent être partagées sans leur accord. Clé 2, la confiance en soi. Ils ne doivent jamais laisser le sexting affecter leur estime d'eux-mêmes. Il faut leur répéter que leur corps est magnifique tel qu'il est, sans Photoshop. Tous les corps, même les plus fit, ont leurs petits défauts. Clé 3, la modération. Le sexting ne doit pas devenir une obsession, voire une addiction, au détriment d'une vraie vie sociale équilibrée et de leurs autres activités. Et voilà, c'est tout pour ma chronique du jour. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le sexting et son impact sur la santé. Retrouvez-moi la prochaine fois pour toujours plus de sujets passionnants dans Est-ce que tu know? En attendant, prenez soin de vous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la Mind-Body Connection. Merci beaucoup, Lily. Très, très intéressant. Eh bien, combien tu la notes, Virginie? Ah, alors là, on est dans un level beaucoup plus, plus haut. Hein. Non, super chronique, vraiment détaillée. On se rejoint beaucoup sur le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse forcément. Et puis, la confiance en soi, c'est un gros impact en fait dans tout ça, dans la sexualité, la pudeur, l'intimité et le consentement, et puis la bienveillance, le corps, l'image corporelle, les conséquences finalement qu'ont ces sextos sur les ados, sur qui ils sont et leur construction de la sexualité par rapport aux relations futures. Donc, c'est ça l'impact, en fait, finalement. Et donc, elle a combien? Donc, 20 sur 20. Oh mais Lily, mais c'est bien. Merci. Mais Lisa, j'ai pas entendu. Est-ce que tu es jalouse que Lily ait 20? Toi, tu es 18 seulement. Non, je t'ai dit vraiment, genre, c'est entièrement mérité. Honnêtement, c'est vrai que Lily, tu nous as fait une très belle chronique aujourd'hui, comme les autres fois, hein, mais aujourd'hui, c'était aussi très intéressant. Et toi, tu en as été jalouse? Bien sûr que non, je trouve que c'est vraiment mérité. Elle a été ouais, vous, je les vois, vous êtes jalouse. Vous auriez aimé avoir. Pourquoi? Mais non, c'est parce qu'elle... C'est une très très belle présentation. Hein. Franchement, chapeau Lily, bravo. On sent que tu t'y connais vraiment. Tu parles. Ok, c'est bon. C'est oh là là. Tu as un peu de piment dans tout ça. Dites non, elle mérite pas. Bon. Merci beaucoup les filles. Bon, avant de se quitter les boss et bossesses, vous pouvez retrouver la sexologue Virginie Chassa sur son site web qui est sexhappy.fr. Donc c'est
ou bien sur son Instagram qui est @sexapie, donc @SESAPIE. Et ceci marque dans la fin de l'émission. Merci à Fiona, Melissa et Lily, et merci encore à toi, Virginie. J'espère que tu as eu du fun avec nous. Oui, bien sûr, je suis très contente d'avoir pu participer et merci beaucoup à toutes pour l'enthousiasme et puis merci de m'avoir accueilli. Vraiment chouette, belle expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux boss et bossesses. On est ensemble. Rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et bossesses.